Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live dans lequel nous allons nous pencher sur les toutes dernières évolutions de la CSRD. Je suis Manon Bauder, experte en durabilité chez Sweep et j'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui par Pascal Canfin, député européen et coordinateur Renew Europe, et par Julien Denormandie, Chief Impact Officer chez Sweep. Bonjour à tous les deux, merci d'être présents. Alors Pascal, vous venez de publier un livre qui s'intitule « Gagner le combat du pacte vert » et c'est justement l'une des questions que l'on va se poser aujourd'hui. Il est sorti hier. Pascal, Julien, j'aimerais ensemble que l'on aborde 3 points. Tout d'abord, revenir sur les dernières actualités autour de la CSRD. Les choses évoluent très rapidement. Il est probable que certaines personnes qui nous écoutent ne soient pas au courant des dernières décisions. Ensuite, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur, qu'on échange sur l'ambition qui est associée à la CSRD et sur la vision que l'Europe cherche à porter à celle-ci. Et puis enfin, je vous propose qu'on revienne sur la méthode suivie par l'Union européenne et par aussi le secteur privé et tous les acteurs qui sont engagés dans la CSRD pour appliquer cette CSRD au mieux. Je rappelle également à notre audience que nous avons prévu une session de questions-réponses à la fin du live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout du long du live pour que Pascal et Julien y répondent. Commençons tout d'abord par revenir sur les dernières actualités liées à Omnibus. Pascal, vous qui êtes au cœur des discussions depuis des mois, est-ce que vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, ce qui se joue depuis l'annonce Omnibus en février, ce qui a eu lieu aussi lundi, et puis les prochaines étapes qui sont attendues? Bien sûr, merci d'abord pour votre invitation à partager ces informations. Je pense que c'est un exercice pédagogique important et de redevabilité démocratique important. C'est pour ça que je m'y prête avec plaisir. D'abord, comme vous venez de le mentionner, la révision donc dite Omnibus sur CSRD et sur le texte sur le devoir de vigilance, même si on va se concentrer uniquement aujourd'hui sur CSRD. Ça a été lancé en février par la Commission. Le Conseil, c'est-à-dire les États membres, ont adopté leur position avant l'été. On est dans la phase maintenant de négociation au Parlement européen où nous avons voté lundi, il y a quelques jours, en commission des affaires juridiques, la position du Parlement européen, ce qu'on appelle le mandat de négociation finale avec les États membres. Et ce mandat doit être confirmé ou pas la semaine prochaine à Strasbourg. Je vais revenir sur le fond, bien évidemment, dans une seconde, mais je commence peut-être par le calendrier. Ça veut dire que si le mandat est confirmé, c'est mercredi, le vote, mercredi, et normalement, il devrait l'être, par une majorité du Parlement, alors, dès vendredi prochain, donc dans une semaine, les trilogues finaux commencent. Les trilogues, c'est la négociation finale qui aboutit au compromis entre la version du Parlement et la version du Conseil. L'objectif des deux institutions, c'est de finaliser cette négociation avant la fin de l'année, ce qui veut dire concrètement que les nouvelles règles du jeu, les nouveaux seuils, les nouveaux champs d'application, les nouveaux calendriers, etc., sur lesquels on va revenir dans le détail, tout ça sera totalement négocié de manière définitive à la fin de cette année. Puisque je pense que moins de 2 mois pour finaliser cette négociation, c'est suffisant dans la mesure où il n'y a pas non plus des centaines de sujets qui restent encore ouverts. Et donc, voilà, on a bon espoir que cela sera terminé avant la fin de l'année, ce qui vous donnera, en complément du processus EFRAG dont Julien va parler dans un instant, la visibilité sur l'ensemble du nouveau cadre juridique et de responsabilité qui s'appliquera par la suite. Merci Pascal. Est-ce que justement, Julien, vous pouvez nous présenter ce qu'a annoncé Pascal sur les changements au niveau de l'EFRAG du contenu des ESRS? Avec grand plaisir. D'abord, moi, je voudrais vraiment remercier Pascal de nous faire l'honneur d'être avec nous ce midi. Comme dit Pascal, je pense que c'est un exercice incroyablement important, un exercice démocratique, de pouvoir partager tout ce que se joue au niveau européen. Et pour suivre les débats de près, je crois pouvoir dire que les résultats des négociations
qui viennent d'être adoptés par le comité jury, le comité des affaires légales de la Commission européenne. Ces résultats doivent aussi beaucoup à Pascal, qui a énormément œuvré, et je le dis sans flagornerie aucune, mais vraiment en observateur précis, qui a beaucoup œuvré pour qu'un consensus puisse être adopté. Et je dirais un consensus raisonnable. On a vu qu'il y avait putativement des alliances un peu baroques qui auraient pu se jouer avec des résultats qui auraient été tout autres, avec une vision probablement qui aurait été très largement amoindrie. Et donc, un grand merci pour toute ton action, Pascal, sur ce sujet. Il y a deux sujets qui en fait nous concernent. Il y a le niveau légal, celui que vient de dire Pascal, qui va probablement conduire, mais Pascal y reviendra, à des seuils d'éligibilité qui devraient tourner autour de 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais Pascal y reviendra dans un instant. Et puis, il y a un deuxième niveau qui est, disons-le comme ça, un niveau réglementaire, même si c'est un peu plus dans le détail qu'il faudrait aller, qui va se jouer au niveau de la Commission européenne, avec notamment les travaux initiés et poursuivis par l'EFRAG, qui est cette instance de conseil, de travail sur lequel s'appuie la Commission européenne. Et l'EFRAG, elle, vient de terminer une consultation, c'était à la fin du mois de septembre, et va transmettre d'ici la fin du mois de novembre à la Commission européenne les fameux indicateurs. Vous savez, la CSRD, ce sont ces ESRS, et derrière les ESRS, il y a tous ces fameux data points, ces fameux indicateurs. Avant Omnibus, on avait à peu près 1160 indicateurs. Après la revue de l'EFRAG, on devrait probablement être autour de 350 à 450 indicateurs. C'est la tendance du moment, avec des indicateurs qui seront toujours à la fois quantitatifs et qualitatifs. C'est très important à avoir en tête pour celles et ceux qui nous écoutent. Et des indicateurs qui seront donc simplifiés par rapport à la demande initiale de la réglementation, avec notamment les indicateurs qui avant n'étaient pas obligatoires, qui seront sûrement des guidance, et les indicateurs qui sont obligatoires, qui vont donc voir une réduction entre 50 à 60% de leur nombre. Et là, quelques commentaires. Le premier commentaire, je pense que c'est très important, c'est de se dire qu'à la suite de ces discussions au niveau Parlement et au niveau réglementaire, il y a beaucoup de points qui restent. Déjà, la CSRD n'est pas morte, elle est toujours là, et je pense que c'est important de le dire. Deuxièmement, la double matérialité chère à l'Europe, chère à Pascal et à beaucoup d'autres, elle demeure. L'auditabilité des données demeure, et l'exhaustivité va quand même rester assez précise, assez profonde, du fait de ces 350 à 450 indicateurs qui perdureront. Peut-être, Pascal, un point justement là-dessus. Est-ce que, tu confirmes que ces seuils devraient être autour de 1000 employés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires? Et deuxièmement, en termes de calendrier, on serait donc sur des entreprises de la dite vague 1 qui resteraient inchangées, et les entreprises de la vague 2, elles devraient reporter en 2028 sur l'année fiscale 2027. Mais dit autrement, en réalité, la CSRD va revenir à grande vitesse, si je puis dire, avec peut-être moins à faire, mais enfin, quand même, toujours une ambition derrière. Tout à fait. Donc, je pense que ce que tu as à partager comme informations sont parfaitement exactes. Et la conclusion que l'on peut en tirer, c'est que la CSRD perdure. Ceux qui voulaient se débarrasser intégralement de ce texte ont perdu, puisque ce n'est ni dans le mandat du Parlement, ni dans le mandat du Conseil. Et donc, par définition, on ne peut négocier qu'entre deux mandats, comme cette disparition de la CSRD ne figure dans aucun des deux. Il est absolument certain que le texte va retrouver une trajectoire qui est certes différente, et on va y venir dans le détail, de celle qui était prévue initialement, mais ça va revenir. Bon, ça, c'est absolument certain. Ensuite, le seuil voté cette semaine, lundi, en commission des affaires juridiques, et le seuil du Conseil est exactement le même, 1000 salariés, 450 millions. Donc là, c'est pareil, ça ne bougera plus, puisque nous allons entrer dans une négociation qui ne discutera que des sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Là où on est d'accord, on considère que c'est bon et on met de côté. Donc,
il est certain que ça couvrira les entreprises de plus de 1000 salariés et de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Avec un point qui est important, qui est ce qu'on appelle le value chain cap, sur le cap dans la chaîne de valeur, puisque beaucoup d'entreprises qui peuvent nous regarder aujourd'hui se disent oui, mais moi, l'immense majorité de mes sous-traitants sont dans mon scope 3 en dessous de 1000 salariés, et donc si moi je suis de plus de 1000 salariés, mais que l'immense majorité de mes sous-traitants sont moins de salariés et donc ne sont plus couverts par l'obligation de reporting CSRD, qu'est-ce que moi, je peux récupérer comme données? C'est une question fondamentale sur laquelle le mandat du Parlement est meilleur que la proposition omnibus de la Commission européenne. Je ne vais pas vous dire qu'il est meilleur que la situation antérieure, ce serait vous mentir, mais il est meilleur que la proposition de simplification omnibus. En revanche, le mandat du Conseil, lui, est moins bon que la proposition omnibus, et donc il va y avoir là un enjeu de négociation, et moi je vais essayer de faire en sorte que ce soit le mandat du Parlement qui prévale. Je rentre, si ça vous convient, une seconde dans ce point précis, puisque je pense que c'est un des éléments clés pour la bonne mise en œuvre de CSRD. Il y a donc un premier principe qui est le value chain cap, où une entreprise de plus de 1000 salariés ne peut pas demander plus que les indicateurs qui seront dans le standard volontaire qui s'appliquera à toutes les entreprises de moins de 1000 salariés si elles le souhaitent. Mais, et le mais est important, mais une entreprise de 1000 salariés, y compris dans le champ de son reporting CSRD, peut demander à une entreprise de moins de 1000 salariés des informations qui sont monnaie courante dans le secteur, des pratiques reconnues comme standards dans le secteur. Donc, s'il est courant dans le secteur parce que la donnée existe et qu'elle est partagée d'avoir, je ne sais pas, une empreinte carbone de la tonne de CO2 produite de, je ne sais pas, de ciment, bien, même si l'entreprise fait moins de 1000 salariés, vous pouvez demander cette donnée. Donc, il y a un principe et il y a une première exception. Il y a une deuxième exception, et une deuxième exception qui est clairement affichée dans le mandat du Parlement, qui est toutes les données qui sont utiles aux investisseurs, aux banquiers, aux financeurs, doivent pouvoir être demandées. Et donc, ça veut dire qu'on met un garde-fou, en quelque sorte, à l'absence de transparence, qui est que tous les investisseurs, en tant qu'actionnaires, en tant qu'investisseurs, en tant que banquiers, en tant que prêteurs, etc., dans leurs différents types de métiers, doivent pouvoir demander toutes les informations qu'ils estiment nécessaires et ils ne sont pas contraints par ce value chain cap. Troisième élément, toutes les grandes entreprises qui ont des politiques d'achat qui intègrent déjà des critères environnementaux, évidemment, peuvent continuer à les demander, quelle que soit l'existence de ce value chain cap. Ça n'a aucun effet négatif sur tout ce qui relève des enjeux qui sont en dehors du simple reporting. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on a certes un value chain cap, parce que c'était politiquement incontournable. En revanche, on a, je pense, et je serai évidemment preneur de votre retour de praticien, on a quelque chose qui me semble équilibré entre les demandes légitimes des petites entreprises, des moyennes entreprises, de ne pas être submergées de données en disant juste « je passe le plat, débrouille-toi », et inversement, la nécessité pour les grandes entreprises, en tout cas de plus de 1000 salariés, d'avoir accès à un certain nombre de données, sinon elles sont elles-mêmes incapables de répondre aux enjeux, notamment de double matérialité. Donc, je pense qu'on a trouvé un point d'équilibre qui est praticable, mais évidemment soumis à votre retour d'expérience. Et ça veut dire que si on conclut, le sens du compromis possible serait d'éviter quelconque excès de zèle de la part et des grands donneurs d'ordre ou des financiers sur un mode donnez-moi des datas simplement pour reporter sur des cases dont je n'ai que faire en termes d'utilité. Donc éviter cet excès de zèle et pour autant ne pas se dire qu'il y a un nivellement au niveau du VSNI de l'ensemble de la réglementation, c'est-à-dire qu'on restera bien sur les ESRS avec les nouveaux indicateurs et pas un nivellement par uniquement le volet VSMI. C'est à peu près ça l'équilibre et ce qui évidemment paraît, en tout cas à titre personnel, tout à fait souhaitable. Après, avec un enjeu
ça c'est le législateur, enfin le co-législateur européen et dans le Parlement que tu représentes qui en décidera, ça va être la rédaction pour avoir un cadre juridique assez sécurisé ou sécurisant pour l'ensemble des parties prenantes. Et donc, c'est pour ça que le compromis que nous avons trouvé au Parlement, moi, c'est important qu'on puisse le partager. Donc, mon équipe vous le partagera de manière très précise, hein, le texte là sur le Value Check Cap, de façon à ce que vous puissiez nous faire un retour d'expérience et peut-être vous pouvez le partager avec vos propres écosystèmes, de façon à ce que vous puissiez nous dire vraiment de manière très précise, très granulaire, y compris dans l'écriture juridique que tu viens de mentionner, si on est sur la bonne voie ou s'il y a des choses trappes à éviter. Donc, si on résume pour tous ceux qui nous écoutent, 1000 employés, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires. Pour les entreprises de la vague 1, ça ne change pas en termes de calendrier. Pour les entreprises de la vague 2, 2028 sur 2027, des indicateurs qui vont être en réduction, a priori 400 indicateurs. On les connaîtra, eux, d'ici la fin du mois de novembre, parce que ce sera le texte envoyé à la Commission européenne et ils seront définitivement adoptés fin d'année, début de l'année 26, après les consultations des différents organismes adéquats. Et donc, en fait, une nouvelle réglementation qui rentrera en application, si je puis dire, dès l'année 2027. Et donc, ça va arriver extrêmement rapidement. Manon, je te repasse la parole. Tu évoquais en introduction la question de la vision derrière ces éléments factuels que nous venons de repréciser. Exactement. Et merci pour ces éléments, parce que ça commence déjà à répondre à des questions qu'on a eu dans le chat. Donc, merci beaucoup. En effet, je pense que vous l'avez dit tous les deux, la CSRD, elle existe encore. Elle n'est pas morte et parce qu'elle apporte de la valeur pour tous les gens qui en ont besoin. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus. La question elle est très simple. Pour vous, Pascal, quelle est la vision que l'Europe cherche à porter à travers la CSRD ? Alors, la vision que certains en Europe cherchent à porter, hein, puisque d'autres en Europe cherchent à la détruire. Et donc, il y a précisément une bataille sur ce sujet. Julien y faisait référence. Il y avait deux majorités possibles au Parlement européen. Une majorité qui aurait pu mener, en gros, l'alliance entre la droite et l'extrême droite, qui aurait pu mener au détricotage assez radical, et bien plus radical que ce qu'on évoque ici, de la CSRD. Donc, il y a une tension. Bon, on a réussi à garder ce qu'on appelle en Europe la majorité von der Leyen, c'est-à-dire le PPE, droite, centre-droit, nous, Renew, centristes et les sociodémocrates, en tout cas une très grande majorité d'entre eux. Bon, il faut qu'on conserve ce point d'équilibre pour garder la vision que l'on va évoquer. Premier sujet, c'est la question de la transparence. On ne peut pas avoir un marché de l'allocation du capital qui fonctionne bien et qui alloue le capital comme il se doit si les risques ne sont pas intégrés, si les données, si les data, si l'exposition à ce risque n'est pas connue. Premier élément. Donc ça, c'est un élément clé de la vision, hein, si j'en reste au niveau des grands principes et de ce qu'on va chercher, qui est qu'on a besoin de cette transparence pour que le marché fonctionne proprement. Le deuxième élément, c'est la question de l'extraterritorialité. Ce texte, il fait partie des textes du Pacte vert qui ont une très forte dimension extraterritoriale. Quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne sont pas assujettis à la CSRD uniquement les entreprises européennes, mais les entreprises qui sont actives sur le marché européen. Ce qui veut dire qu'une entreprise américaine reste assujettie à la CSRD. Et le sujet de l'extraterritorialité fait l'objet d'une pression maximum de Donald Trump aujourd'hui. Vous avez vu dans l'accord UE-US, excusez-moi, je prends un verre d'eau. Vous avez vu dans l'accord UE-US, signé en août, que 4 textes sont mentionnés explicitement à la demande de l'administration Trump, CSRD, le devoir de vigilance, le texte sur la déforestation et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. 4 textes extraterritoriaux qui s'imposent aux entreprises américaines qui vendent en Europe. Il se trouve par ailleurs que je suis moi-même négociateur de ces 4 textes, donc je suis bien placé pour savoir, pour évaluer le degré de pression américain.
Et mercredi dernier, une lettre, donc là je parlais de l'accord de août, comme nous ne sommes pas en train d'enlever, et je m'en réjouis, nous ne sommes pas en train d'enlever l'extraterritorialité de la CSRD, ça c'est un point fondamental, ça n'est pas le cas au Conseil, ça n'est pas le cas au Parlement, donc la CSRD restera extraterritoriale. Nous avons eu mercredi dernier une lettre de Trump nous disant à quel point tout cela était scandaleux et non conforme à l'accord signé en août. Il a été signé par Ursula von der Leyen, il n'a pas été signé par moi, il n'a pas été signé par les parlementaires européens. Nous aurons à le ratifier probablement au mois de janvier, s'il est toujours valable. Eh bien, ça fera partie des grands enjeux de se dire, mais si je signe cet accord, ça veut dire que je renonce de fait, ou que je m'engage à renoncer à l'extraterritorialité de textes, notamment ceux de la CSRD. Or, il me semble que ce principe peut faire consensus entre nous, c'est que ça n'a aucun sens de faire la CSRD si elle n'est pas extraterritoriale. Et ça n'arrivera pas, j'espère. Et ça n'arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera pas et j'espère très honnêtement qu'il n'y aura pas de majorité au Parlement européen pour signer cet accord. Néanmoins, soyons très clairs, cette pression, elle va continuer à s'exercer et la Commission européenne est totalement prise entre deux feux aujourd'hui sur CSRD. C'est que l'extraterritorialité, elle est là, y compris dans la proposition Omnibus qui date de février, donc avant la signature de l'accord commercial avec Trump en août. Elle est là dans la proposition du Conseil qui date de juin, donc avant l'accord de août. Et pour le coup, nous sommes les premiers à nous prononcer après l'accord de août. Et malgré tout, nous conservons l'extraterritorialité. Et je peux vous dire que dans les réunions de négociation avec les entreprises, dont certaines sont très favorables à la CSRD, d'autres moins, on le sait, bien évidemment, eh bien, il y a aussi des représentants d'entreprises américaines qui ne prennent même pas le soin de dire nous, entreprises américaines, mais qui disent tout simplement l'administration Trump considéra que ça n'est pas assez. Bon, moi, je considère que je n'ai pas été élu par l'administration Trump, donc évidemment, je défends l'intérêt des entreprises européennes. Peut-être deux commentaires là-dessus, Pascal. Le premier, c'est qu'on voit, nous, chez Sweep, donc ESG Data Management Platform, on a à peu près 400 clients. Et en fait, on se rend compte qu'on a de plus en plus de clients américains. Ce qui veut dire qu'en dépit de ce qui peut se passer d'un point de vue administration et politique Trump, on a de plus en plus d'entreprises américaines qui se disent il nous faut absolument se conformer avec la CSRD. Ce qui est assez intéressant parce qu'il y a quand même toujours cette dichotomie entre ce qu'on peut percevoir de l'administration Trump, le débat politique, et ce que font les entreprises. Premier commentaire. Et deuxième commentaire sur la vision. Moi, je suis très marqué par le fait que derrière tout ça, on parle de compétitivité. Je suis sûr que tu as vu, Pascal, la lettre adressée par des entreprises françaises et des entreprises allemandes au président Macron et au chancelier Merz il y a une semaine à peine, appelant à la dérégulation environnementale au titre de la compétitivité coût. Moi, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, en Europe, on manque un débat qui est celui de quelle va être la nature de la compétitivité à long terme. Est-ce que la compétitivité européenne, elle ne sera qu'une compétitivité coût? À ce titre, est-ce qu'on peut véritablement gagner contre les États-Unis d'Amérique et la Chine, où l'un détruit l'environnement avec le gaz de schiste et l'autre continue à avoir des salaires beaucoup plus bas? Ou est-ce que l'Europe doit justement avoir une vision qui est celle de la compétitivité coût, mais aussi de la compétitivité valeur? Et à ce titre, les textes que tu évoques sont probablement les premières fondations de celle-là. Est-ce qu'on peut espérer demain, Pascal, avoir un vrai débat sur la nature de la compétitivité à moyen et long terme au niveau européen et faire émerger cette compétitivité valeur? Donc, on va s'éloigner un tout petit peu un instant du seul sujet CSRD pour mieux y revenir. Je prends le rapport Draghi, dont on peut dire qu'il est une analyse assez charpentée des enjeux de compétitivité qui sont devant nous. Draghi appelle d'abord à une stratégie d'investissement, public et privé. Il appelle d'abord à un saut d'intégration européenne dans le champ de l'union des marchés de capitaux
et dans le champ de la construction d'eurobonds, donc d'une dette publique européenne qui serait l'équivalent d'un safe asset, comme on dit, équivalent des bons du Trésor américain. C'est d'abord ça le rapport Draghi. Ensuite, c'est de dire dans les facteurs de compétitivité, quel est celui sur lequel l'Europe a le plus de décalage par rapport aux États-Unis notamment, c'est le prix de l'énergie. Et donc, il en appelle à dire bon, bah, pour régler ça, on a besoin de massivement investir dans ce qui permet de réduire les coûts de l'énergie, donc dans des réseaux transfrontaliers qui font que l'électron le plus économe, le moins cher, décarboné, circule, qu'on a la fonction de stabilisation du réseau la plus pertinente possible, je ne rentre pas dans le détail, et ça implique aussi un saut d'intégration européen dans le domaine des réseaux énergétiques. Concrètement, le rapport Draghi, ce n'est pas du tout un rapport qui dit la seule chose qui compte, c'est la simplification et la compétitivité prix. Il dit il y a des enjeux de prix, notamment l'énergie, et puis il y a des enjeux de financement et d'investissement, évidemment dans les technologies vertes, dans l'IA, etc. Et là, on a besoin de faire un saut qualitatif qui génère un saut quantitatif. Et au fond, le rapport Draghi, c'est un rapport qui prône plus d'intégration européenne. Et la question politique fondamentale, c'est où est le débat? Où est le débat en France? Où est le débat en Allemagne? Où est le débat en Espagne? Où est le débat en Italie, etc. sur la volonté ou pas de faire ce saut qualitatif européen. Et du coup, comme il n'y a pas ce débat pour de vrai, on ratiocine sur des détails et l'évaluation qui est faite, c'est la mise en œuvre du rapport Draghi n'avance pas, mais elle n'avance pas parce que la décision politique fondamentale, qui est de dire j'assume que dans 2 ou 3 grands domaines, la défense aussi, j'ai oublié de le mentionner, on fait un saut qualitatif européen, et ce débat, il est aujourd'hui extrêmement peu présent, peu nourri, et il se fait sous une sorte de double pression extérieure, une pression Trump, Poutine, Chine, et une pression intérieure du retour des nationalismes en Europe, représentés par les partis politiques d'extrême droite. Et on est à un moment de l'histoire où c'est peut-être là, l'histoire nous jugera de savoir si nous avons été capables, comme les générations antérieures ont été capables de faire l'euro, de faire Schengen, de faire l'acte unique, de faire l'ACK, etc. etc. Ben, aujourd'hui, on doit faire ce saut qualitatif européen dans quelques domaines. C'est ça le cœur du rapport Draghi. Et la CSRD, pour moi, est un élément de l'union des marchés de capitaux. Parce que si vous faites l'union des marchés de capitaux, mais que vous avez 27 langages différents, dès que vous sortez des normes comptables et dès que vous commencez à parler CO2 ou responsabilité sociale ou autre sujet dit, entre guillemets, extra-financier, bah forcément, vous ne faites pas l'union des marchés de capitaux. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre la CSRD aussi dans cette perspective d'intégration européenne. Mais avec un sous-jacent qui est de se dire comment on peut créer de la valeur par les données extra-financières. Nous, c'est ce qu'on voit au quotidien. Et c'est d'ailleurs très intéressant de relier la nature du capital avec ses engagements de durabilité. En gros, une entreprise dont le capital est très stable, familial, coopératif, ou une entreprise pour laquelle ceux qui pilotent l'entreprise ont véritablement une vision de long terme, on voit qu'il y a un engagement sur la sustainabilité qui est direct. En revanche, dès lors que le capital il est très court-termiste, avec uniquement un volet de rentabilité financière et pas du tout une prise en compte du capital social et environnemental, là, tout le monde tombe dessus en disant, en fait, l'environnement n'a pas de retour sur investissement, modulo parfois l'énergie, parce que moins de consommation égale plus d'économie. Mais donc, la réalité derrière tout ça, ce qui renvoie d'ailleurs à tes casquettes précédentes, Pascal, c'est est-ce que demain, dans le cadre de l'union des capitaux et dans le cadre de cette approche, on peut espérer que l'extra-financier soit pris en compte avec l'extraterritorialité que tu évoquais pour créer de la valeur et avec une véritable mise en exergue par les financiers et le capital lui-même. Est-ce que ça, c'est un point de l'agenda européen sur lequel on peut compter? C'est un point de l'agenda européen et au fond, c'est ça le cœur de CSRD. D'accord, CSRD, ce n'est pas un texte de reporting. C'est un texte de reporting parce qu'il faut bien la transparence. Sinon, s'il n'y a pas de normes comptables, je ne peux pas raconter qu'il y a de la valeur. Bon, mais derrière CSRD, c'est la question de la valeur qui est posée. C'est transparence, risque et valeur. Et s'il n'y a pas la CSRD, même simplifiée, et les échos que j'ai, tu évoquais, Julien, le fait que
les FRAG allaient diminuer de 1000 points à 400 points, donc à peu près de 60%, sachant que, toujours rappeler qu'aucune entreprise n'était soumise aux 1000 points dans sa totalité, donc c'était un champ théorique si vous vous appelez Corporate Europe, bon, mais sinon, ce n'est pas le cas. Néanmoins, j'ai le sentiment que la réduction de 60% n'affecte pas les données clés dont on a besoin pour faire l'évaluation de la valeur et du risque sur la base de la transparence. Donc, c'est ça le logiciel. Le logiciel, j'ai le sentiment qu'après avoir tangué un peu, il va continuer et il est là. Et ça, c'est fondamental. Peut-être pour répondre de manière très précise à certaines questions, peut-être pas toutes parce que je n'ai pas le temps de toutes les voir, qui sont posées. Donc, une question qui était posée sur si le seuil est de 450 millions de salariés, ce qui est donc extrêmement probable, compte tenu du fait que c'est dans le mandat et du Conseil et du Parlement, à quel moment j'entreviens? Oui, c'est 12 mois après. Donc, c'est pas vous avez une fois un seuil de 450 millions de salariés de chiffre d'affaires et puis ensuite, c'est 12 mois après que vous êtes soumis à la CSRD. Donc, s'il y a des questions précises, n'hésitez pas à me les faire remonter parce que nous sommes encore en train nous entrons dans la phase de négociation finale. Ça veut dire que tous les éléments granulaires qui doivent apporter de la sécurité juridique, mais qui ne font pas forcément dissensus entre nous, entre le Conseil et le Parlement, mais qui n'ont peut-être pas été écrits comme il le faut ou précisés comme il le faut, eh bien, on a encore 2 mois pour éventuellement préciser certains éléments. Et donc, n'hésitez pas à nous faire remonter sur la base des informations que je vais transmettre à Julien, qui va, j'imagine, pouvoir vous les transmettre par ailleurs, toutes vos remarques, y compris, encore une fois, les plus précises. Deuxième question à laquelle je réponds, et je vous rends la parole. Combien d'entreprises en France, si on applique le seuil de 1000 salariés de 450 millions d'euros de chiffre d'affaires? En Europe, on est autour de 6000, en France, de 700. C'est une estimation. D'accord, c'est une estimation. Ce n'est pas un chiffre c'est un ordre de grandeur. Ce n'est pas un chiffre à prendre au pied de la lettre, c'est un ordre de grandeur. Dernier point sur lequel je voulais juste intervenir, parce que je pense que c'est important de le mentionner. Comme vous le savez, Omnibus, c'est 2 textes, devoir de vigilance et CSRD. CSRD, il y a toute la collecte de data, tout ce qu'on a évoqué, etc. Mais il y a aussi un élément qui me semble complètement lié à CSRD, même s'il est localisé dans le texte devoir de vigilance, c'est le plan de transition climatique. Et le plan de transition climatique, il est largement supprimé dans le texte du Conseil. Il est largement conservé dans le texte du Parlement, notamment il est volontaire côté Conseil, il est obligatoire côté Parlement. Du côté du Conseil, on ne parle plus que de contribuer à l'accord de Paris, alors que du côté du Parlement, on parle de compatibilité avec l'accord de Paris. Vous voyez, ce sont des visions juridiques et politiques qui n'ont plus rien à voir. Ça sera un des enjeux majeurs de la négociation. Parce que, Julien, il faisait référence, la lettre des patrons français et allemands qui demandent l'abrogation du devoir de vigilance. Ils ne demandent pas, et c'est important, l'abrogation de la CSRD, ils demandent l'abrogation du devoir de vigilance. En fait, comme dans le texte sur le devoir de vigilance, la responsabilité civile n'est plus engagée, elle n'est plus présente ni dans le texte du Parlement, ni dans le texte du Conseil. Donc, ce sujet-là est mis de côté. C'est bien ou c'est pas bien, on peut avoir un avis personnel, mais en tout cas, c'est mis de côté. En revanche, le plan de transition climat, lui, il demeure dans la version du Parlement. Et pourquoi ça me tient beaucoup à cœur? Parce que, au-delà des données, je dirais un peu la photographie que permet la CSRD, dans sa version 500 ou 400 data points, il faut une capacité de projection. Il faut une capacité de projection crédible et stratégique de l'entreprise pour nous dire, bon ben voilà, comment je compte m'aligner progressivement avec un monde neutre en carbone. Ce n'est pas une obligation de résultat. Ça n'a jamais été une obligation de résultat. Ça ne sera jamais une obligation de résultat parce qu'on ne peut pas demander ça à une entreprise. C'est impossible. En revanche, ce qu'on peut lui demander, c'est le fait d'avoir un plan, de l'adopter et que ce plan soit crédible et transparent. Et c'est ça qui reste dans le texte de la partie qui est encore une fois logée dans devoir de vigilance, mais qui de fait a beaucoup plus à voir
avec l'esprit de la CSRD et avec les data points de la CSRD qu'avec l'esprit et la lettre du devoir de vigilance par ailleurs. Donc, je voulais le mentionner parce que même si c'est une autre base légale, je pense que ça fait système en quelque sorte. Tout à fait. Merci Pascal. Et puis, ça fait écho à certaines questions qu'on a dans le chat. Donc, c'est très bien. Il y a en effet beaucoup de questions qui nous arrivent. Peut-être que ça peut être bien de leur donner quelques conseils. Est-ce que Julien, vous avez quelques conseils ou retours d'expérience à partager avec ceux et celles qui nous écoutent pour appliquer au mieux la CSRD? Moi, je trouve que en fait, les échanges depuis maintenant une demi-heure sont passionnants parce qu'on voit qu'il y a des sujets de technique, de seuil, d'éligibilité, etc. Mais derrière, il ne faut pas oublier la finalité de cette réglementation. Et moi, je bois les paroles de Pascal quand Pascal dit la CSRD n'est pas une réglementation de reporting. Le reporting, c'est la finalité, mais c'est d'abord une réglementation qui doit permettre d'accompagner la transformation de nos entreprises et de créer de la valeur au sein des entreprises, que ce soit des valeurs de long terme, mais aussi de court terme. Et c'est là où, pour prendre votre point Manon, c'est là où, par exemple, dans la CSRD, on le voit. Donc aujourd'hui, chez Sweep, on a plus de 400 clients, dont plus d'une centaine qui utilisent notre module CSRD. Et ce qu'on voit, c'est en fait, derrière toute la complexité, c'est en fait plus une question d'exhaustivité que de complexité. Moi, j'aime pas trop quand on dit la réglementation est hyper complexe. En fait, le sujet de la CSRD, c'est qu'elle était très exhaustive. Et comme le dit Pascal, c'est est-ce qu'on peut se reconcentrer, cette exhaustivité, sur les éléments les plus impérieux, les plus importants. Bon. Et il s'avère qu'après, il y a des outils en termes de méthode, comme Sweep ou d'autres, qui permettent de faire à la place des entreprises l'architecture qui, in fine, rend la réglementation non pas complexe, mais utilisable et même utile. Et j'insiste sur cette notion d'utilité parce que moi, dans la CSRD, j'ai jamais caché. Dans ma vie précédente, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de réglementations. La CSRD me paraît être l'une des réglementations les plus intelligentes du niveau européen. Et pour deux raisons. L'extraterritorialité mentionnée par Pascal. Pendant des décennies, les Américains nous ont mis l'extraterritorialité financière. L'Europe dit on va mettre l'extraterritorialité environnementale. Je ne vois pas comment on peut s'opposer à ça, surtout sur le long terme. Et donc, merci à tous ceux qui se battent là-dessus. Et le deuxième point, c'est la fameuse analyse d'impact, risque, opportunité. Quand on est une entreprise, on doit pouvoir se dire mais quels sont mes impacts, comment appréhender mes risques et comment créer des opportunités. Et ça, c'est le cœur de la CSRD. Et en méthode, c'est ça qu'on essaye de faire vivre, de mettre en exergue. Et le reporting à la fin arrive. Il faut être évidemment très bon dans le reporting, mais on peut mettre cette réglementation, lui donner un côté utile. Et probablement dans le débat, on a perdu cette notion d'utilité au profit de débats uniquement sur des indicateurs et une perte de vision. Donc, cette méthode, elle est somme toute très importante parce qu'on doit remettre l'utilité au centre de tout. Après, comme l'a dit Pascal en réponse aux questions, il y a une approche qui doit être pragmatique, confère ce délai de 12 mois pour la mise en œuvre, confère le fait qu'aucune entreprise n'ait jamais eu à remplir les 1160 indicateurs. C'est en fonction de la matérialité de ces indicateurs. Donc, on a dit aussi beaucoup de choses. Moi, je suis persuadé qu'on peut rendre cette réglementation utile. On s'y emploie tous les jours chez Sweep. Il y en a d'autres qui le font. Et vraiment, on est là pour accompagner ces entreprises en se disant le sens de l'histoire, c'est de mettre en exergue la valeur extra-financière des entreprises. Parfait. Il y avait une question très précise sur où se trouve l'élément que j'ai évoqué sur la value chain cap. Et donc, mon équipe me fait passer le numéro de l'article que je ne connaissais pas par cœur, pour être très, très honnête. C'est le 19.3a. Donc, si vous voulez retrouver ça, c'est là. Et encore une fois, de toute façon, je pense que maintenant, moi, j'ai besoin aussi, pour faire du bon travail, j'ai besoin de votre retour de praticien. Et donc, je vais vous passer, Julia, maintenant, je vais vous passer le texte tel qu'agréé par le Parlement, sous réserve qu'il ne soit pas remis en cause dans le vote de mercredi prochain. Donc, je vais me permettre d'attendre mercredi prochain. Et s'il n'est pas remis en cause, que je pense que ce ne sera pas le cas, alors je vous l'enverrai puisque nous commencerons les négociations finales en trilogue dès vendredi prochain. Et donc, c'est très utile que je vous l'envoie dès mercredi.
Et Pascal, avant de te donner le mot de la fin, il y a une question aussi, on serait très intéressé par t'entendre. Quid de la relation entre d'un côté CSRD, de l'autre côté ISSB? On parle aussi de plus en plus des réglementations américaines, le California Act, le fameux CARB, se joue quand même là un volet très fort pour l'Europe. Est-ce que l'Europe va mettre en avant son modèle de pensée ou est-ce qu'on va se faire imposer celui des autres? Donc, la question fondamentale, une des questions fondamentales posées par CSRD, c'est celle de la souveraineté européenne. Et aujourd'hui, la réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de données sur le marché, c'est que ces données ne sont pas harmonisées, d'une part, et qu'elles sont, pour l'immense majorité d'entre elles, produites par des data providers non européens et concrètement américains. Et on ne peut pas penser que dans le contexte géopolitique actuel, être soumis à des intégralement soumis à des data providers américains soit une bonne chose. Donc, il faut qu'on construise notre propre cadre de référence avec nos propres méthodologies. Ça, c'est le cœur de CSRD, j'y reviens pas. En revanche, qu'on cherche le maximum d'intégration et d'harmonisation et de compatibilité, d'emboîtage avec ISSB me semble une bonne chose, parce que ça, pour le coup, c'est de la bonne simplification. Une fois qu'on a posé un cap et qu'on se dit, bon, bah, puisqu'en fait, on cherche la même chose sur le climat, puisque ISSB, pour l'instant, en tout cas, uniquement sur le climat, essayons de faire en sorte que tout ce qui est commun s'emboîte bien. Honnêtement, ça me semble là de bon sens et il faut le faire. En revanche, ISSB n'a pas la double matérialité, on a la double matérialité. Personne, dans les négociations, n'a remis en cause la double matérialité. Personne. Donc ça aussi, c'est des éléments où CSRD va certes être amputé d'une partie du seuil. Il y avait une question sur le fait que NFRD était à 500, CSRD est à 1000. C'est vrai, je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vrai. Néanmoins, on garde l'extraterritorialité, on garde un cap in the value chain qui me semble praticable, on garde la double matérialité, etc., on garde l'audit, etc. Enfin, les fondamentaux demeurent. Et si ça ressort ensuite stabilisé, parce que revalidé politiquement par l'ensemble des institutions, je pense que ça redonne de la bonne perspective aux entreprises pour mettre en œuvre une règle CSRD légèrement allégée, y compris parfois pour de bonnes raisons, Julien le rappelait, pour de bonnes raisons, allant à l'essentiel, mais qui garde sa fonction stratégique. Pascal, on arrive à la fin du webinaire. Je voulais, à titre personnel, vraiment te remercier. J'ai trouvé comme toujours avec toi, les échanges passionnants, mais surtout merci pour ce que tu portes au niveau européen, toi et d'autres. Je pense que dans la période, on en a vraiment besoin et peut-être que le fait que toutes les réglementations sur lesquelles tu travailles et que tu suis soient autant pointées du doigt par nos alliés américains, ça en dit long. C'est peut-être aussi un signe de courage de ta part. Donc, un grand merci pour ça et ne lâche pas. En me substituant à Manon, je voulais juste vraiment rappeler à tous ceux qui nous écoutent ton livre, donc qui vient de sortir, Gagner le combat du pacte vert, où vous pourrez en apprendre beaucoup dessus. Et donc voilà, je vous recommande cette lecture. Et Pascal, après avoir remercié Manon pour l'animation, je te donne le mot de la fin avant de conclure. En un mot, qu'est-ce que tout cela t'inspire et ce mot inspirant que tu nous donnerais? Au fond, alors merci pour cet échange. Merci aussi de faire référence au livre parce que j'y développe justement et j'y détaille le cœur de la discussion d'aujourd'hui, puisque ce qu'on vient de se dire là est valable dans d'autres domaines de notre économie, bien évidemment. C'est de déployer cette vision. Et le mot de la fin, ce serait de dire gardons le sujet de la simplification comme un moyen, mais pas comme un projet politique. Et si j'ai fait référence encore au rapport Draghi, qui est quand même un des textes les plus intéressants qui a été écrit ces dernières années sur des grands enjeux de compétitivité et géopolitique, eh bien, le rapport Draghi, c'est un saut fédéral européen. C'est un saut qualitatif européen dans des domaines que nous n'avons pas encore intégrés. On a intégré l'euro, mais on n'a pas intégré l'union des marchés de capitaux. On a fait l'euro, mais on n'a pas fait de dette publique commune, sauf au moment du Covid, parce que nécessité faisait loi, etc. Et c'est ça le cœur du rapport Draghi. Il faut surtout se battre pour ça. Parce que si on ne se bat pas pour ça, ce que je vois,
c'est la montée progressive du retour des nationalismes européens. Et ça, une fois que ça a basculé, la France pouvant malheureusement en faire partie, une fois que ça a basculé, politiquement, je ne sais pas où on va. Donc, il nous reste encore un peu de temps pour le faire, mais il faut le clamer haut et fort. Il ne faut pas en avoir honte. Il faut expliquer pourquoi c'est bien dans le contexte géopolitique, pour notre pouvoir d'achat, pour notre souveraineté, pour notre indépendance. Et c'est ça le combat que je mène depuis le Parlement européen. Merci. Merci beaucoup. Je vous remercie sincèrement pour tout ce que vous avez partagé avec un public nombreux. Nous arrivons à la fin de ce live. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. Pascal, Julien, encore merci. Et puis, si vous voulez rester à jour des prochaines évolutions de la CSRD, vous pouvez suivre Sweep sur LinkedIn, vous rendre sur notre site internet sweep.net. On a aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Merci beaucoup. À très bientôt. Un grand merci. À bientôt.